Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 336e rencontre VLEEL. Et ce soir, c'est donc Safiya Sinclair pour son premier ouvrage aux éditions Buchet Chastel, qui est traduit par Johan-Frédérik Guedj. Et c'est Sara Martin, ici présente, qui se chargera de la traduction de l'interprétariat. Alors déjà, merci infiniment, Sara, de vous être rendue disponible pour Oui. nous faire l'interprète de Safiya. Et on va débuter par une première question. Safia, comment dire Babylone, pardon, je n'ai pas montré l'ouvrage, dire Babylone, voilà. Euh, on va commencer par une première question parce que cet ouvrage, il est extrêmement dense, il est extrêmement personnel et intime. Et donc, j'aimerais commencer par cette question-là. Comment avez-vous recueilli finalement les témoignages de votre famille pour raconter notamment les traditions des Rastafari? So, hello everyone. Anthony's very happy to host this 336 VLEEL, so this online meeting, and very happy to have you, Safiya Sinclair, for discussing about your first novel, How to Say Babylone, published in Buchet Chastel in late August. And the first question I'd like to ask, because it is such a dense and intimate novel, a very personal book, is how did you collect the testimonies of your family to tell the Rastafari traditions? Okay, well, bonsoir too. I'm very happy to be here. I'm happy to be speaking with you. Thank you for joining us tonight. It was important to me when I was writing the book that I included not just my memories, but the memories of my family members, so that it was a kind of very intricate weaving of all of our experiences. And so when I was writing the book, I did a lot of sort of recordings and archival research with my family members. So I would call my siblings, I would text them, I would ask them what were their memories of certain places, certain people, certain things, to make sure that, we were kind of matching up with how I remembered it. And then with my parents, I recorded long hours of interviews with them, so that I could get all the details right of their own history and um, their own past and how they came to Rastafari in their youth. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci à vous toutes et tous de vous joindre à nous. Pour moi, c'était très important à l'écriture de ce roman, à la fois de récolter tous mes souvenirs, mais aussi ceux de ma famille, afin voilà, de glaner les expériences individuelles et collectives qu'on a pu tous avoir. Et pour cela, j'ai évidemment fait un travail de recherche. J'ai recherché parmi les archives de ma famille, j'ai fait des enregistrements pour mes frères et sœurs. Je les ai appelés, je leur ai écrit pour un petit peu savoir comment eux ont vécu leur enfance et leur adolescence, pour que moi aussi je puisse leur expliquer comment j'ai vécu ces expériences, qu'on puisse tout mettre ça en commun. Et pour mes parents, je les ai enregistrés longuement. J'ai fait des interviews afin de récolter les moindres petits détails de leur vie, de leur histoire, de leur passé aussi et de ce qui les a conduits à devenir Rastafari. Alors très bien, et on va peut-être tout simplement parler de la forme de l'ouvrage, puisque c'est difficile d'avoir une forme finalement de ce livre-là, puisque on a l'impression que c'est un roman, on a l'impression que c'est un récit, on a l'impression que c'est finalement une autobiographie, un roman autobiographique. Finalement, il n'y a pas de terme particulier pour votre livre. Ce choix-là, il est finalement, est-ce que vous l'avez fait pour éviter de trahir la parole de votre famille, pour rester fidèle à ce qu'ils ont vécu? I'd like to ask about the shape of the book, but because it is quite difficult to be precise about what is this book. It gives the impression that it is a novel, but also a narrative, maybe an autobiography. Um, I can't find the specific term to describe this book, and in a way, is your book? Did you choose
this form in order to avoid not betraying the destiny of your families, to stay true to your family stories? Yes. I think it is completely autobiographical. It is exactly everything that happened to me in my life, in my childhood, in my adolescence, growing up. Nothing was invented, nothing was made up. Um, Even in the scenes of dialogue, and I really tried, as I was saying in the previous question, I really tried to um I'm lucky that I have a good memory. So there were many things that I remembered from my childhood. I also kept journals. I also began writing poetry when I was young. So that sort of helped me go back to the memories of what happened as touch points. And so it was very important to me that this book was a representation of the truth. Um, but I thank you for your question. I think it's about the craft of the book, right? Which for me, when I was writing the book and I was reading a lot of memoirs, a lot of the time I was not very pleased with the way they were crafted, because I thought sometimes the other memoirs I read were not very concerned about the style or the sentences or the poetry of the writing. And so it was important to me that I wrote the book almost like my favorite novels. Instead of reading memoirs while I was writing it, I read novels, and I picked all the things that I found very compelling about the structure of those novels and tried to do that with my memoir in the way that I constructed the scenes and the chapters and the dialogue and the sentences, which need to be poetic and lyrical and rigorous, like Jamaica is. Alors oui, tout à fait. Et je voudrais préciser que ce livre est complètement autobiographique. C'est bien mon enfance, mon adolescence que je raconte et rien n'a été inventé. Même les dialogues sont de vrais dialogues et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Donc je me souviens de beaucoup de choses qui se sont passées durant ces années. J'ai beaucoup écrit des journaux, des carnets, des poèmes aussi. Donc j'ai pu me servir de ces matériaux-là pour me souvenir de certaines anecdotes. Et ce qui était important pour moi, c'est de faire de ce livre une représentation de la vérité. Mais je voulais que ce livre soit plus qu'un récit, qu'un mémoire, puisque tous les mémoires que j'ai pu lire, les autobiographies, je n'étais pas vraiment très satisfaite du travail sur le texte. Il n'y avait pas cette importance liée au style, à la construction des phrases, à la poésie aussi de certaines phrases. Et donc, moi, j'ai voulu écrire ce récit comme si j'écrivais un roman et prendre tout ce que je trouvais captivant dans les romans, la construction des scènes, la beauté des phrases, la poésie de certaines phrases. J'ai vraiment voulu combiner tout ce qui me plaisait dans un roman pour écrire ce récit qui est mon histoire. Un petit peu comme la Jamaïque, c'est un pays plein de poésie est très beau et je voulais rendre ça évident dans mon texte. C'est ça qui est très intéressant aussi dans Dire Babylone, c'est que on a l'impression que votre vie est un roman. On a l'impression que tout ce que vous avez vécu est du romanesque. Et j'aimerais savoir finalement comment vous avez traité la mémoire. La mémoire, vous dites que vous avez une grande mémoire, quasiment peut-être infaillible. Mais on sait qu'en littérature, la mémoire une substance extrêmement fine, extrêmement fragile. Comment on traite la mémoire de ses parents, de ses frères et sœurs, et sa propre mémoire, comment on la traite en littérature, quel tamis on passe sur certains souvenirs. And what I think is very interesting in your novel is that your life looks like a novel. And this question is about memory. You say yourself that you have the chance to have a great memory, but we also know that memory is a fragile substance. And how do you treat memory
to tell the stories of your family, of your siblings in your book? Well, I called them. Like I said, I called my siblings, I texted them, and I asked them how did they remember it. I kind of had a roadmap for um the narrative of my life. Of course, it's not a complete autobiography. Like it's not every single moment of my life. I've chosen these specific moments to make sort of, a compelling story or something compelling to read of these touch points and in my life. But when I was writing it, yeah, my family was completely involved in all the details of the story because it is their lives too. And I wanted whoever read the book to feel my love for them because the book is in large part a tribute to my family and to my siblings. Growing up in this very unique way in Rastafari in Jamaica made us incredibly close. And so it actually ended up that a lot of our memories overlapped. They were the same. Sometimes there were a few details that were a little different. Oh, I think we lived at this house this year, not that year. I think we moved to this place at a different time and so on. But the large things, my siblings said to me, this is exactly how we remember it as well. Bien, j'appelle ma famille tout simplement, notamment mes frères et sœurs. Je leur parle, je leur demande comment eux se souviennent de notre enfance, notre adolescence. Et voilà, j'ai un petit peu fait cette cartographie où je raconte les moments les plus essentiels de ma vie. Évidemment, ce livre ne relate pas tout ce que j'ai vécu. J'ai sélectionné les moments les plus captivants, les plus essentiels et ceux qui m'ont construit. Et évidemment que ma famille était inclus dans ce processus, puisque avant tout, ce livre est un hommage pour ma famille. Je voulais qu'ils ressentent l'amour que je leur porte. Et en discutant avec eux, on s'est tous rendu compte que nos souvenirs étaient, dans la majeure partie, tous les mêmes. Il y avait évidemment quelques petits détails où on ne sait plus très bien, est-ce qu'on a vécu dans cette maison ou dans celle-ci, est-ce qu'on a fait ci ou est-ce qu'on a fait ça, mais les éléments essentiels, on s'en souvient tous. Et ce que mes frères et sœurs m'ont dit après la lecture de ce livre, c'est exactement comme ça que je me souviens de notre enfance et de notre adolescence. Donc, c'est plutôt cohérent. Tout à l'heure, je vous avais encore même pas posé la question sur la poésie. Vous avez déjà cité ce mot plusieurs fois. Et on sent à quel point vous êtes peut-être possédé par cette poésie-là. Et vous parlez dans l'ouvrage de poétique rasta à travers la langue vernaculaire. Comment s'exerce cette poésie en vous au quotidien et notamment en tant qu'autrice, mais aussi en tant que femme? So earlier you spoke about poetry, and he wanted to ask this question since the beginning because you seem obsessed by poetry. And in this book, you speak about Rasta poetics through the vernacular language, and how is it practiced through the novel? Hmm. Well, I think everybody should be obsessed with poetry, personally. So let's just say that. Um, I think about this book also not just as like a memoir or a collection of my life and its moments, but I also think of it as a Künstlerroman, which is kind of, tracing my journey to becoming an artist, becoming a writer. And the way that that led me to find my voice when I lived in this very, very patriarchal household in Rastafari where I wasn't really allowed to have a voice or opinions as a woman. And it was through poetry that I really began to find that confidence when I was younger. So yes, that's very important to me. Um, and as I was writing the book and I had to think about the dialogue of the Rastafari, because Rastafari, they don't have a dictionary, they don't have grammar rules, and so
for a lot of this is the first time it was like being written down, and I had to think about the grammar, and I had to call my brother, call my father, and say, how would you spell this word, or how would you define this term that you use? And so I kind of feel like I became a Rasta scholar from scratch in writing this book. Um, and so Rasta poetics is actually my term that I coined when I began to think about the way that Rastas speak. Um, and it is also now influencing me how I'm thinking about my poetry going forward, because Rasta poetics comes from an anti-colonial place of disrupting the imperial nature of English language. And I find that very, very fascinating. Alors tout d'abord, je pense que tout le monde devrait être obsédé et possédé par la poésie. On peut déjà commencer par là. Et donc ce livre, non seulement c'est les mémoires de ma vie, mais aussi un peu comme un roman d'apprentissage avec tout ce chemin qui m'a permis de devenir une autrice. C'est aussi un moyen de tenir compte de ce qui m'a permis de trouver ma voie. J'ai grandi au sein d'un foyer patriarcal et c'est en découvrant la poésie que j'ai trouvé ma voie et que j'ai pris confiance en moi. Donc la poésie, évidemment, très importante et un rôle crucial dans ma vie. Et quand je parle de la poétique Rastafari, c'est notamment pour l'écriture des dialogues. Les dialogues des Rastafari, puisqu'il faut savoir que les Rastafari n'ont ni dictionnaire, ni de règles grammaticales. Et donc, j'ai dû un petit peu devenir moi-même académicienne et puis me spécialiser dans le langage Rastafari. Et donc, pour ça, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé mon père pour un petit peu savoir comment ils épelleraient tel terme, comment ils définiraient tel terme pour justement créer un petit peu ce langage dans mon roman. Et toute cette construction, ce nouveau langage, il influence également ma poésie encore aujourd'hui, puisque la poétique rasta me permet aussi de se distancer, de se séparer de la langue anglaise, puisque la Jamaïque était sous domination de la couronne britannique au moment de la naissance du mouvement Rastafari, et donc c'était aussi un moyen de couper avec cet héritage-là. Et dans l'immense densité du texte, il y a quand même deux éléments qui sont frappants, c'est l'eau et le feu. Deux éléments qui traversent tout le texte finalement en fil rouge. L'eau pour laquelle vous avez une attirance puissante. Le feu qui jaillit de Babylone. On parlera de Babylone juste ensuite, mais ces deux éléments-là qui façonnent votre texte, et on les retrouve d'ailleurs sur la couverture, alors on ne le voit pas très bien forcément, mais le rouge et le bleu sont deux couleurs qui explosent à travers la couverture, mais également dans le récit. Ces deux éléments-là, est-ce que c'était aussi une sorte de métaphore finalement pour parler des contradictions, des contraires, notamment des contraires entre votre père et votre mère, notamment? So in this very dense novel, um, there are to me two striking elements, water and fire. You seem attracted to water, and the fire also represents Babylon. And you can also see it on the book cover and the colors of blue and red and orange. Are there metaphors to evoke contradictions? Contraries, especially between your father and your mother, perhaps? Yes. I love the French cover. You know, I have now a couple international covers, and I really love that one. Um, you know, I think naturally the poet in me gravitates towards metaphor as a vessel for meaning. And so whenever I thought about my mother, I would remember all of the moments she would take me down to the seaside and sort of tell me all the stories of our lives.
and would also sort of teach me the rhythm of the sea as kind of a mirror to the rhythm of the poetry that she was also teaching me and instilling in me. And my mother is sort of naturally like a very patient, calm person. And I always think of her having this sort of oceanic element, you know. She is very much to me a representation of the water. And my father, for those of you who've read the book, you know, he is fire, fire, fire all the way through, right? So he comes from a place of really wanting to burn things down, not just to destroy them, but sometimes to purify them and make them anew. And at a certain point in my life, I became one of the things he wanted to purify through his burning. And so, yes, I did grow up in this way that was very, there was this dichotomy between my parents of these elements of my father led always with anger, with fear, with paranoia, and my mother went with nurturing, calm, patient. And for a long time, you know, I had a bad temper. I was a lot like my father when I was younger, and I began to temper out and wish to be as patient and as riverine as my mother. Alors oui, tout à fait. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la couverture française. J'ai la chance de voir mon livre sortir dans plusieurs pays et donc d'avoir des propositions de couverture différentes. Et je dois dire que la couverture française, je la trouve très réussie. Et donc, pour répondre à la question, la poétesse que je suis dirait que les métaphores sont porteuses de sens. Donc évidemment que je les utilise dans l'écriture de ce livre. L'eau m'a toujours fait penser à ma mère, puisque j'ai beaucoup de souvenirs d'elle. On allait auprès de la mer ensemble, elle m'a appris le rythme de l'eau, et elle est de nature très calme et patiente. Donc pour moi, elle est une parfaite représentante de ce qu'est l'eau. Et concernant mon père, pour ceux et celles d'entre vous qui ont lu le livre, vous le savez déjà, il est le feu, le feu, le feu. Il veut mettre le feu, il veut créer des incendies, pas uniquement pour détruire les choses, mais aussi dans un but de les purifier et d'en faire un renouveau. Et il y a eu un moment où moi-même, j'étais devenue un élément, une personne à purifier. Et donc, voilà, j'ai voulu travailler sur cette dichotomie que je trouvais très intéressante. Mon père qui était violent, assez agressif, et ma mère qui était beaucoup plus apaisante, calme et douce. Alors, il y a une question dans le chat par rapport au poème Rastafari. Est-ce qu'ils étaient présents dans la version originale? Finalement, comment les trois langues, Rastafari, anglais, alors et français a posteriori, bien sûr, par le traducteur français, Johan-Frédérik et Guedj, mais comment se sont harmonisées finalement les traductions à travers son œuvre? Est-ce qu'il y a eu une traduction de Safiya Sinclair du Rastafari à l'anglais et vice-versa, comment les langues finalement se sont articulées entre elles? It's a question from someone in the meeting. The person would like to know there are Rastafari poems within the book, and it's a she. C'est une dame qui pose la question, pardon. Je ne sais pas, c'est un pseudo. So the person wanted to know if you translated Rastafari to English and then French through the translator. How did the three languages intersected with one another? You know, I'm actually interested in this question as well because I did not. The translator who I've heard and from what I've seen, my French is very intermediate. I'm working on it, has done a wonderful job. But he did not, we did not talk about the patois or the Rasta poetics in the book. I just kind of trusted my editor that, that it would be nuanced and it would be respectful and it would also kind of get across to Francophone readers that
the essence of how the Rastafari speak. And I did not translate any Rasta poems in the book. Um, there's maybe one passage where my father sings one of his songs, and that's in the book. But no, I think the poems that are mine, weren't written in Rasta poetics. They were just written in English. Eh bien, figurez-vous que cette question, elle m'intéresse également. Je ne parle pas couramment français. Mon niveau est intermédiaire, donc je travaille dessus. Mais je n'ai pas discuté avec le traducteur du patois, de la traduction du patois et de la poétique rasta en français. J'ai fait confiance à mon éditrice. Je savais quel est le traducteur, ça saurait comment de rendre l'essence et la manière de parler des Rastas. Et dans mon livre, je n'ai pas traduit de poèmes Rasta, de la poétique Rasta. Il y a dans mon livre une chanson que chante mon père en Rasta, et donc on peut la lire dans mon roman, mais les poèmes que j'ai écrits sont en anglais. Alors, il y a un événement dès le début du livre qui est frappant, étonnant. Alors, je pense que quasiment aucun Français ne se souvient de cet épisode-là. C'est l'épisode de l'arrivée en fanfare en Jamaïque d'Haïlé Sélassié, le dernier empereur éthiopien. Euh, et il va se passer une rencontre entre les Rastafari et ce dernier empereur, le seul qui n'a pas été colonisé, le seul empereur africain qui n'a pas été colonisé et qui est donc adoré par les Rastafari. Racontez-nous cette improbable rencontre entre ces deux peuples, entre ces deux entités finalement. Ça paraît totalement improbable et pourtant ça s'est réellement passé en 1930. So the book begins with an astonishing episode. It's the grand arrival of Haile Selassie, the last emperor of Ethiopia. I don't think that French people recall this event, but it truly happened. And could you tell us a little bit more about this unlikely encounter? Because he was the last emperor, and he wasn't colonized. So that's why Jamaican people and Rastafari especially worship him. So what can you say about this encounter between the two entities, in a way, Haile Selassie and the Rastafari? Yes. You know, Rastafari was formed around the idea of Haile Selassie being representing a Black Messiah, representing liberation and freedom for Jamaican people and for Black people. And so when Rastafari was formed in the 1930s, Jamaica was still under British colonial rule. And so the Black citizens in Jamaica didn't have rights. And the street preacher who founded Rastafari sort of saw Haile Selassie as an aspirational figure because, as you say, Ethiopia was the only African nation to never be colonized, and he was the only Black ruler in the world at the time in the 1930s. And so they believed him to be this, I think, the root of this movement of Black freedom. But Haile Selassie himself was an Orthodox Christian, right? So he was not Rastafari. But by the time he came to Jamaica in 1966, the Rastas had already revered him as a god. And when he appears in the first chapter, which I thought was just too good to not write, because how often can you write something where worshippers actually meet the person they believe to be God? And so this moment when he came to Jamaica was one that was very important to the Rastafari. And when he arrived, when they said to him, you are our God, you are a Messiah, Haile Selassie actually said, no, I'm not a God, I'm just a man. But this only convinced the Rastafari even more that he had to be God because only God would deny his divinity. And so it was this very interesting relationship where
Haile Selassie was kind of an unwilling Messiah to the Rastafari, even though he told him, I'm not God. Um, but I thought it was important to include that scene to really show not just the history of Rastafari and how it's connected to Haile Selassie, but I mean, to really bring it to life, this, I think, extraordinary moment in Jamaican history. Pour donner un petit peu plus de contexte, le mouvement Rastafari, il s'est formé autour de Haile Selassie, qui est pour ces personnes le libérateur des Noirs. Le mouvement Rastafari, il est né dans les années 1930, lorsque la Jamaïque était toujours sous la domination de la couronne britannique. Et donc, le pays n'avait pas sa propre liberté, ses propres règles. Le pays était soumis à une culture occidentale. Et c'est vrai que Haile Selassie, le dernier empereur d'Éthiopie, l'Éthiopie, le seul pays d'Afrique non colonisé, il est évidemment une figure de la liberté des Noirs. Il est même à sa racine, en fait, de cette libération des personnes noires. Mais Haile Selassie était chrétien orthodoxe et donc pas Rastafari. Et lorsqu'il arrive en Jamaïque en 1966, il était déjà adoré par certains Jamaïcains. Et pour moi, il était essentiel de parler de cette rencontre dès le premier chapitre de mon livre, puisque les personnes en Jamaïque pensaient rencontrer Dieu. Et quand il est arrivé, plusieurs Jamaïcains, des Rastafari, lui ont dit, mais vous êtes le Messie, vous êtes Dieu. Et Haile Selassie a répondu, non, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Et ça a encore plus convaincu les Rastafari qu'il était Dieu, puisque seul Dieu peut nier sa divinité. Donc pour eux, c'était évident qu'Haile Selassie était leur Dieu, et donc ils l'ont adoré et vénéré tout de suite. Et pour moi, il fallait inclure cette scène dans le livre, puisque c'est réellement arrivé, et c'est une histoire complètement extraordinaire. Et puis elle est importante parce qu'elle va définir aussi toute la vie de votre père, Safiya. Elle va définir finalement le culte de la personnalité, le culte d'un empereur. Vous avez son poster et chez vous continuellement, donc il y a quand même eu un impact. Et j'aimerais savoir finalement quel impact il a eu sur vous, sur votre trajectoire, sur votre destin. Quand on vit avec un père qui est aussi possédé par une telle figure, comment on choisit sa destinée? Not only is this story extraordinary, but it's also very important for you because it defined the life of your father. This personality worship. You also had posters in your house of your father, and what was the impact of your father on your life to have a father who's possessed by Haile Selassie and this movement? How did it define the trajectory of your life? Well, I don't know if I'd say he was possessed by Haile Selassie, but I think, it defined my life a great deal. My father himself, when I was writing the book, I really had to try to trace the root of why he chose Rastafari, right? But it's a hard question. Anyone choose any religion, but and Rastafari would say it's not a religion. They say it's a movement, or they have a word, the Rasta poetic word, livity, right? But so to understand why my father gravitated toward Rastafari, I really had to go back to his youth, to his childhood. And I think, when what he said to me in some of our interviews was that he'd always felt lost. He didn't know his father. And I think Haile Selassie for him, as a young man, 16 years old, represented this sort of father figure, this patriarchal figure that he had been lacking in his life up until that point. And I think it also made him feel this sense of Black pride that he didn't feel before. And so, I think Rastafari for him began in a very good place, right? It began in this place of giving himself confidence, of thinking about Black freedom, of
equal rights in Jamaica. But eventually it as my siblings and I were born and he had three daughters, I think this thing that began in this good place, Rastafari, started to become to him something that darkened and became connected to a sense of paranoia that we were going to be overtaken by the evils of the Western world, which is what he calls Babylon, right? And so his belief in Rastafari and his view of the world completely changed my whole life and my siblings' lives and how we grew up in Jamaica as Rasta children. And we were minorities, we were outcasts, we were oddities. And so I lived this very strange life on the outside of things in Jamaica. And all of that goes back to my father. Alors, je n'irai pas à dire que mon père était possédé par Haile Selassie, mais c'est évident que mon père a eu un impact sur ma vie. Euh, il faut expliquer un petit peu comment il est venu à rejoindre le mouvement Rastafari, puisque pour les Rastafari, c'est un mouvement et pas une religion. Comment il est venu à graviter autour de ce mouvement, et pour ça, il a fallu que je remonte à son enfance. Et donc, je l'ai beaucoup interviewé pour savoir comment il a rejoint ce mouvement. Et il m'a confié qu'il s'est toujours senti perdu dans son enfance, puisqu'il a grandi sans père. Et en quelque sorte, Haile Selassie est devenu une figure paternelle, patriarcale, et représentait aussi une fierté d'être noir, puisque être Rastafari, ça donne confiance en soi, c'est se battre pour les droits des Jamaïcains, c'est se battre pour les droits des Noirs, pour leur libération, des éléments extrêmement positifs. Mais c'est vrai que cette vision du monde et du mouvement Rastafari a changé quand il a eu trois filles. Petit à petit, ça s'est transformé en une paranoïa qui, qui était si forte. Il avait peur que ses filles subissent le mal de l'Occident, tout ce qu'il appelait d'ailleurs Babylone. Et c'est vraiment le fait de devenir parent qui a changé cette vision du mouvement. Et évidemment, ça a eu un impact sur la vie de Safiya et de ses sœurs euh, à partir de ce moment-là. Alors justement, on va parler de Babylone puisque c'est aussi dans le titre dire Babylone. On pourrait aussi parler de ce titre-là. Alors en anglais, Sarah va le dire également. Je vais pas me how to say Babylone. Bon là pour le coup, je peux le dire. C'est bon, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes, mais finalement le titre a changé. Comment dire, comment dire Babylone? Dire Babylone. Je pense que c'est la bonne traduction. Pour le coup, il y a quand même quelque chose qui a changé dans le titre et j'aimerais bien savoir véritablement pourquoi. Mais ensuite, j'aimerais qu'on parle de Babylone, de cette force négative qui est omniprésente, de cette notion qui est associée au système oppressif. Euh, Cette notion-là, au début, on ne comprend pas finalement ce qui se cache derrière cette notion de Babylone. Et puis après, tout s'éclaire. On voit à quel point pour les Rastafari, Babylone est le mal absolu et tout le monde y passe finalement, les hommes politiques, Reagan, Thatcher et d'autres. Mais j'aimerais qu'on parle de ce titre-là, de dire Babylone, mais également de cette notion de mal absolu qui se trame finalement derrière un seul mot, Babylone. So we speak about Babylon. It's, of course, the title of your book, so it's very important. In English, it's how to say Babylon, and in French, it's dire Babylone, so literally saying Babylon. Maybe can you tell a few things about this change of titles? Why the title changed a little bit, and also speaking about Babylon, it's the notion Babylon embodies an omnipresent negative force. And how do you explain the symbolic power of this concept for the Rastafari? Because
what provokes such resistance, conflict, and why does it mean pure evil from the outside? So what can you tell us about that? Sure. I think you have to ask my French editor and publisher why the title was changed. We went back and forth many times on the title. Ultimately, I think she believed it did not, if it was a direct translation, how to say Babylon, she didn't believe it would sound beautiful in French. And so she thought Dear Babylon was better. And then she said en français, when people recite poetry, they use the word dear. And so she thought it was fitting. And so I was like, okay, sure. um, yes. I think the book itself is really a journey of my education in learning what Babylon means, not just learning how to say it, but learning what it means when I say it, and my siblings as well, and eventually coming to learn that my father would see me as Babylon. And so the book and the title is really connected to this idea of an education in learning how to say Babylon and what it means when you say Babylon. And for the Rastafari, because the movement was born in this anti-colonial place when Jamaicans were still without freedoms and living under the colonial system of Britain, Rastafari, the movement began in a place of hope and aspiration and a future of change for Black people and Jamaican people. But when the movement began, the British government declared that the Rastafari movement was a cult. And they sent the British Army to burn all the Rasta communes to the ground. They would target the Rastafari. They would kick them out of their homes. They were forbidden from having jobs. They were turned away by their families. So, historically in Jamaica, Rastafari are a persecuted minority, even though now I think most people, when they think of Jamaica, they think of Rastafari as the thing that defines Jamaica. But historically, the Rastafari have been outcasts in Jamaica. And so because of that history and that struggle with the government, with colonial forces, with authority, they really withdrew in themselves in the movement, and they began to see everything outside of Rastafari as evil, as something that wanted to oppress the Rasta movement, that wanted to destroy the Rasta family. And so everything outside of Rastafari they saw as Babylon, which comes from the Bible, from the stories of Jewish struggle and exile, of the kind of persecution that they faced in the Bible. The Rastas kind of saw a similar struggle in themselves, and they took this term Babylon as something that felt close to what they were experiencing. And so anything tied to colonialism, racism, imperialism, slavery, capitalism, anything connected to Western ideology, they see that as Babylon. Alors pour cette histoire de changement de titre, il faudrait poser la question à mon éditrice. Je pense tout simplement qu'elle trouvait que dire Babylone sonnait mieux en français que How to say Babylone, comment dire Babylone. Et pour moi-même, Sarah a travaillé dans la maison d'édition, je confirme, c'est aussi pour que ce soit mieux adapté au lectorat français. Et ce que Safiya disait, c'est que le verbe dire est beaucoup utilisé aussi en poésie, donc ça avait du sens de mettre ce terme aussi pour le titre. Et je rajouterais également qu'il y avait cette hésitation entre raconter Babylone et dire Babylone, mais dire Babylone a été choisi puisque
c'est plus direct, franc et c'est une importance en fait de le dire, de l'affirmer, plus que raconter qui est un petit peu plus, voilà, raconter une histoire un peu plus doux. Là, c'était un peu plus frontal. Et donc, pour l'écriture de ce livre, le terme Babylone, c'est l'histoire de mon éducation. Il fallait, avant que je dise Babylone, que je sache ce que ça signifie et ce que ça signifie de le dire. Puisque à un moment donné, mon père m'a vu moi-même comme Babylone. Donc, il fallait que je comprenne ce que cachait ce terme. Et donc, le mouvement Rastafari, il est né d'une volonté d'aller contre le colonialisme. Et ce mouvement a commencé à émerger parce que tout simplement les Jamaïcains avaient cet espoir, imaginer un futur plein de changements, de liberté pour les Noirs, pour les personnes noires et les Jamaïcains évidemment. Mais quand ce mouvement est né, il a tout de suite été perçu comme une secte. Et donc, les personnes Rastafari étaient interdites de travailler, ne pouvaient pas aussi faire les mêmes choses que les Jamaïcains. Et puis, surtout, ils étaient chassés de leur famille. Et donc, historiquement, les Rastafari étaient une minorité persécutée. Et c'est vrai que lorsqu'on évoque la Jamaïque aujourd'hui, on pense qu'elle est un peu définie par les Rastafari. C'est un petit peu ce qu'on retient le plus de ce pays. Et pourtant, historiquement, ils étaient complètement opprimés et une minorité. Et c'est tous ces événements-là, toute cette persécution, ce harcèlement qui ont un peu forcé ces Rastafari de se replier sur eux-mêmes et donc de rejeter tout ce qui pouvait être Babylone, puisque Babylone, c'était le mal, ça leur voulait du mal. Et donc Babylone, ça représente tout ce qui est extérieur au mouvement Rastafari. Et le terme Babylone, c'est également donc, un terme pris de la Bible, de l'histoire et de la destinée des Juifs. Et les Rastafari se sentaient proches de ce terme. Et donc, ça les concernait directement. Et donc, Babylone, c'est tout ce qui représente le racisme, l'impérialisme, le capitalisme, toutes ces idéologies occidentales que les Rastafari rejettent. Merci. Alors, c'est le moment de la... Bravo, impressionnant. Let us applaud, Sara, right? Like you're doing an amazing job. Sorry, some of my answers are so long. Alors, c'est le moment de la photo. Voilà, pendant que Sarah se désaltère, elle le mérite. Euh, Bravo infiniment, merci infiniment pour cette traduction. C'est le moment de la photo de groupe. Donc, on fait une photo de groupe. Voilà, ne quittez pas. Restez. Taking a picture of all of us. Voilà, 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Et Safiya, est-ce que vous avez préparé un extrait de votre ouvrage que vous allez lire? So, Safia, do you have an extract from your book to read? Oh, yes. Yes. Et I suspense. shall. Un teaser. I'll read a short passage from the early the early chapters. You know, I was born by the seaside, and it really is, whenever I think of home, I still think of the seaside. It's the first place I go when I go back to Jamaica. And it's so deeply rooted to how I think about language, how I think about poetry. And so I'll just read this one. Alors, elle va lire un court passage d'un des premiers chapitres. Donc, elle est née près de la mer et quand elle pense à la Jamaïque et à la maison, c'est la mer qui lui vient en tête tout de suite. Donc, elle va lire un extrait sur ce thème-là, qui en plus pour elle a aussi une importance pour le langage et la poésie. Okay. I don't have the French version with me. If I did, I would read it en français, but pardon. Okay. The sea was the first home I knew.
Out here, I spent my early childhood in a wild state of happiness, stretched out under the almond trees, fed by brine, relishing every fish eye like precious candy, my toes dipped in the sea's milky lapping. I dug for hermit crabs in the shallow sand, splashed in the wet bank where stingrays buried themselves to cool off. I slept under the ripened shade where the sea grapes bruised purple and delicious, ready for sucking. I gorged on almonds and fresh coconut, drinking sweet coconut water through a hole my mother gored with her machete, scraping and eating wet jelly afterward until I was full. Each day, my joy was a new dress my mother had stitched for me by hand. She and her sisters each had a distinct laugh that rang out ahead of them like happy sirens wherever they went, crashing decibels that alerted the whole village to their gathering. Whenever the sisters sat together on the beach talking, I clung to their ankles and listened, mimicking their feral cackling, which not even the herons overhead could escape. I never loved any place more than this. Merci, Safia. Merci infiniment. Alors, il y a des questions, il y a beaucoup de questions dans le chat et notamment, on vous fait beaucoup de compliments parce qu'on considère que vous êtes extrêmement belle et élégante. Ça, c'est la A lot première of chose. people Euh, compliment you in the chat, saying that you are beautiful and Oh, very captivating yes, to merci listen to. beaucoup. et donc, une question plus littéraire pour le coup. On vous demande si vous écrivez, si vous allez écrire potentiellement d'autres romans sur l'histoire de la Jamaïque, parce que c'est vrai qu'avec Dire Babylone, c'est rare finalement des textes sur la Jamaïque qui sont traduits en français, qu'on a la chance de pouvoir découvrir. C'est extrêmement rare, et je trouve que enfin il y a un grand roman sur la Jamaïque, et je vous en remercie. Est-ce que c'est un pays, vous dites à quel point vous aimez ce pays, notamment dans les remerciements plus tard, mais est-ce que c'est un pays qui est matière littéraire? Est-ce que vous avez envie d'aller encore un peu plus loin dans votre vie d'artiste, votre vie d'écrivain? Est-ce que vous avez un roman en cours d'écriture, mais également donc, est-ce que la Jamaïque est un terreau, est un matériau pour écrire davantage? So now a more literary question. Are Yes. you writing another book about Jamaica? Because it is very rare in French to find books, novels about Jamaica. And for that, we thank you, Safiya, to propose us this book. And when we read your book, we know, we feel that you love your country. Is it a literary matter, Jamaica? And do you want to go further with another book? Is it a great topic for a novel, Jamaica? Well, yes. Would you say France is a good topic for a novel? You know, how many novels have been written about France? I think yes, for me, I mean, our nation, my island is endlessly, endlessly full of riches. We have our traditional folklore, we have our storytelling, which is comes from the women in the country. It's matrilineal. And it's something that I wanted to think about when I was writing the memoir, the storytelling my mother handed to me. They're the keepers of our history. And it's something I think about as my passion, but also a kind of responsibility to carry that tradition on of being the keeper of Jamaican history, of Jamaican folklore, of telling the stories of ordinary Jamaican lives, to give a portrait of Jamaica that's deep and complex and nuanced beyond the postcard idea of paradise, right? And so there's so many, many, many stories still to be told of Jamaica, of Jamaican history, of Jamaican people, all woven in to our landscape, our music, our language, our folklore, our poetry, our songs. And so, I hope I can do even just
I can be just a small voice adding to what I hope in the future is a big chorus of people who will continue to write about Jamaica beyond Bob Marley and reggae and a tourist destination. Alors oui, bien sûr. Est-ce que vous direz que la France est une bonne matière pour écrire des livres? Moi, en tout cas, je le crois. Ma nation, mon île, elle est tellement riche. On a notre propre folklore, nos histoires. Et moi, j'aimerais également raconter l'histoire des femmes jamaïcaines qui, pour moi, sont les gardiennes de l'histoire de la Jamaïque. Moi, en tout cas, c'est ma mère qui m'a transmis cette histoire. Et à mon tour, j'ai un petit peu ce sens de la responsabilité. Je veux moi-même être cette gardienne de l'histoire de la Jamaïque, la raconter et notamment raconter la vie ordinaire des Jamaïcains et des Jamaïcaines. En la laissant évidemment nuancée et véritable, proposer quelque chose qui va au-delà de la carte postale et de cette destination de rêve qu'on imagine tous. Il y a tellement de choses, d'histoires à raconter par la poésie, par la chanson, par la culture qui est si riche en Jamaïque. Et si je pouvais être cette petite voix qui viendrait agrandir ce corpus d'histoire autour de la Jamaïque et que ça puisse aller au-delà de Bob Marley et du reggae et également de la destination touristique. On milite pour ça. Clairement, on a vraiment hâte de vous découvrir en tant qu'autrice à travers vos différentes œuvres. Et on a hâte de découvrir encore plus sur la Jamaïque parce que véritablement, c'est une sorte de pays littéraire qu'en France, en tout cas, on connaît beaucoup moins. Et c'est vraiment un pays qu'on a hâte de découvrir à travers votre voix. J'en reviens à ma question initiale, parce que c'est un projet qui est extrêmement long. Vous avez commencé à envisager cet ouvrage-là en 2013. Ça fait donc déjà 10 ans. Comment vous avez enduré l'écriture de ce livre où la matière émotionnelle est si forte, si impactante, si difficile finalement? C'est un travail sur le long terme. Comment vous avez enduré tout ça émotionnellement? So in France, we can't wait to discover your next books and also your next stories about Jamaica. It is such a literary country, and we would like to know more about it through your voice and your writing. About how to say Babylone, it was a long project. You started writing it in 2013, so it's been more than 10 years now. And how did you endure the writing of this book, where the emotional content is so intense? I think endure is a good word because, so much of it was so difficult to remember and to recount and to sit in the pages and have to recall the details. There were many days I wrote the book and I wept as I was typing. Um, when I first began to write the book in 2013, it was just as I had left home in the penultimate chapter of the book. And I felt that in many ways, whenever I returned home, the home I would go back to was forever gone. So in my leaving, I felt there was something lost irrevocably. And so I tried to write the book then, but everything still felt too fresh. The hurt was too new. I was too wounded. And luckily, I had a professor in college at the time that told me that I should write this book from a place of safety. And he said, I don't think you have that place of safety yet. And he was right. And so it took me almost more than 5 years before I got to the moment at the very end of the book where I felt that I did finally have a place of safety to be able to write these things, to share my story, and to share my story in the way I wanted it
to be shared with the world, which was not from a place of hurt, not from not from anger, not from being wounded, but from a place of hope. And so when I finally felt that I could write the book with, clear eyes, clear mind, clear heart toward a place of hope, that's when I felt that I was ready to write it. Endurer, c'est le bon terme. C'était très difficile quand j'ai commencé à écrire de me poser, de me souvenir de tous ces détails. Je pleurais aussi quand j'écrivais, puisque en 2013, quand j'ai entamé l'écriture de ce roman, je venais de partir de la Jamaïque. Je me remémorais sans cesse que si je devais retourner dans mon pays, dans cette maison, ma maison était partie, j'avais irrévocablement perdu quelque chose. Et donc, ça me faisait beaucoup de mal d'écrire ce roman-là à cette période. Et plus tard, j'ai eu un professeur qui m'a dit qu'il fallait que j'écrive en me sentant en sécurité. Et que à ce moment-là, je ne me sentais pas encore en sécurité. Et donc, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas et que je n'arrivais pas à poursuivre l'écriture. Et donc, plusieurs années après, je me suis sentie en sécurité. Et c'est comme ça que j'ai pu partager cette histoire, la terminer, puisque cette histoire, elle est venue non pas d'une blessure, mais d'un espoir pour la Jamaïque, pour ma famille. Et donc, j'avais les idées beaucoup plus claires, j'avais le cœur plus clair aussi. C'était cette idée d'espoir que j'avais envie de retranscrire dans ce livre. L'autre versant de dire Babylone, c'est la littérature. Le rôle fondamental de la littérature pour changer le cours d'une vie, pour en tout cas modifier peut-être un destin. Pour vous, le rôle de la littérature, est-ce qu'il est plutôt de dénoncer ou au contraire de proposer des solutions? Est-ce que c'est le feu ou est-ce que c'est l'eau? So for you, the literature has a fundamental role. But do you believe the role of literature is to denounce or to propose solutions? Is literature more fire or water? Oh. um, I think it's both. I think it's both. I think literature has the capacity to build things, create things, nurture, to, to make things grow um, from nothing. From nothingness, we kind of nurture this thing that's growing, this garden of words is how I think about it sometimes. But literature also is a place where one can be very revolutionary and transgressive, where one can also, I think, root really transgressive ideas and ideas that might be seen as fiery, but are as equally important. So I think it's a place where both things can happen, where things can be nurtured and grown and things can be um, incendiary as well. Je pense que la littérature, elle permet les deux choses. La littérature a évidemment cette capacité de construire, de créer, de nourrir, de faire grandir des choses merveilleuses à partir de rien. Mais la littérature, elle peut aussi être révolutionnaire, elle peut être transgressive. Et elle peut faire germer aussi des idées transgressives et des réflexions subversives. Donc pour moi, c'est un mélange des deux. À la fois, elle permet de nourrir, de faire grandir, et elle peut être incendiaire. C'est ce qu'on appelle une réponse de Normand ou de Suisse. Mais- Merci, Safiya. Dans le chat, on vous demandait également quelles étaient vos influences poétiques. Alors, le livre est gorgé de références. Ça passe de Emily Dickinson à Gabriel Garcia Marquez, à Kafka, à Louise Mislou Bennett. Le livre est finalement gorgé de vos influences, mais en matière poétique,
Si vous deviez en citer un d'aujourd'hui et un et un d'hier finalement, quelles sont vos influences poétiques? So your book is full of influences, literary influences, a lot of novelists. But if you could choose a poetic influence from today and from yesterday, which one would you choose? Who would you choose? A poet specifically, or could it be a Yeah, novelist? a poet specifically. Um, from today, or meaning just like in my life? Contemporary poet. Je pense que c'est Oh, ça la contemporary. question. C'est ça, Oh, okay. contemporain et un ancien, et un classique. And a classic poet. Contemporary Classic poet. poet. Yeah, Yeah. contemporary. Um, contemporary poet that I really love. Well, my mentor is a Black American poet. Her name is Rita Dove. And I am always in awe of her work and the way that she approaches um, womanhood and history and femininity in her work. And so I would choose her as a contemporary poet that I find to be an inspiration. And then of the past, I think if you read the book, you could probably guess that it's Sylvia Plath, someone who I think, kind of going back to this question of water or fire, I think she really lit the fire in me, how Plath writes about um, out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air. I think that's literature that comes from a place of fire for sure. And so when I first read Plath's poems, I think it really just took the top of my head off. And so I would say, and she still stays with me in that way. So Plath. Alors, pour parler d'une poétesse contemporaine, celle que je considère comme mon mentor, c'est une poétesse noire qui s'appelle Rita Dove. Et j'ai toujours été très impressionnée, voire même bouche bée par ses approches de la féminité, la maternité, l'histoire. Donc, c'est une très grande inspiration pour moi et pour une poétesse du passé, une poétesse classique. Si vous avez lu mon livre, vous l'aurez probablement deviné, c'est Sylvia Plath. Quand on parle du feu et de l'eau, elle est complètement le feu et elle a allumé une flamme en moi dès la première fois que je l'ai lue et elle reste encore aujourd'hui très chère à mon cœur. On aurait pu penser également à William Blake pour le feu. Je pose toujours une question à chaque auteur sur un auteur ou un livre méconnu, un livre qu'on connaît moins. Alors, il peut être potentiellement traduit ou non en français, ça, peu importe finalement, puisque vous avez sûrement lu en anglais. Quel livre avez-vous choisi, Safiya, de nous faire partager? Quelque chose d'inédit, quelque chose de plus confidentiel que ce qu'on pourrait voir de manière plus générale en librairie? En espérant qu'elle ait préparé la question. We can think also of William Blake for fire. And Anthony wants to ask the question about an overlooked book or author who has shaped you or whom you would like to highlight. Maybe the person isn't translated into French, but can you speak about them and someone more confidential that we might not know of? Yes. Well, I don't know who's translated into French. Let me think. Um, there is a poet, Alors, I'm sure. pas forcément en poésie, hein. Ça peut And être... not only a poet, it can be just a writer, an author. Right. Has Audre Lorde been translated here in France? Can you tell? Audre Lorde, I don't. Lorde, Lorde, Lorde.
Je ne crois Okay, well, there you go. So I would say she's one of my biggest influences, and she was a critical theorist, um, Black womanist, feminist, and also a poet. And so she is someone that I really return to. I return to her essays, her speeches, as really a wellspring of deep womanist thought. And so I would say Audre Lorde is someone I think should be read widely and read by everybody. Elle pense à l'autrice Audre Lorde. Je ne sais pas si ce nom évoque quelque chose à quelqu'un ici. En attendant, moi j'ai un petit peu regardé. Visiblement, il y a eu un texte publié d'elle en 2003, Sister Outsider, et donc elle est essayiste et Safia est passionnée par ses écrits et notamment tout ce qu'elle peut dire sur la femme et sur leur combat. Donc elle pense que cette autrice devrait être lue partout et par tout le monde. Une réponse en effet parfaite, c'est très confidentiel, en France en tout cas, donc une superbe réponse. Comment vous voyez finalement l'évolution de la société jamaïcaine depuis l'époque qui est décrite dans le livre pendant une bonne partie du livre? Finalement, comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que jamaïcaine? L'évolution, finalement, est-ce que vous la trouvez plutôt positive ou négative? Et en tout cas, et c'est ce que je pose également à de nombreux auteurs, ça rejoint la question de l'avenir de 2074. Aujourd'hui, nos sociétés sont en train de vaciller, sont en train d'être fragilisées, fragiles. Comment vous imaginez la suite? Comment vous imaginez les 50 prochaines années? Ou en tout cas, en 2074, que voyez-vous autour de vous? Cette question peut concerner uniquement la Jamaïque ou le monde entier. Vous choisissez votre canal. So first of all, congrats for your previous answer because it is indeed very confidential in France. We don't know Audre Lorde. And how do you see the evolution of Jamaican society since the time described in your book? How do you feel today as a Jamaican? Is it for you a positive or a negative evolution? And also, at a time when our societies are faltering, can you imagine or depict the year 2074, so in 50 years, and describe the world around you? It can be a description of Jamaica or the word in general. You choose. Um, the first question was The first I, question was, how do you see the evolution of Jamaica? oh, Jamaica, Yeah, positive or negative? yeah. Positive, Jamaican society. always, always, always positive, right? I'm so proud to be Jamaican. Um, I think, Jamaica has also made strides in even my father. Let's take my father as an example. Like he has made strides in his own thought. Like he is different from the person you read in the book. Like his, having three daughters who really had to kind of teach him to think differently about the world and think differently about womanhood. Um, he has been a little bit more liberal and expansive in his thinking, and so that's very positive. And that was my hope when I wrote the book, that something hopeful and positive would come from it. And the year 2074. Okay, I'm very sorry. It's gonna be a downer. I really just see us all underwater. I think we will be mostly. Um, what's not scorched will be drowned. I've been thinking a lot about the oncoming climate crisis as somebody from the Caribbean, somebody who, nations like Jamaica, we have some of the smallest carbon footprints in the world, but we will be among the first countries affected by the climate apocalypse.
we already have our sea levels rising in Jamaica. The coastline is eroding. And the term climate refugees will become very familiar to us in the decades to come. And Jamaicans and other Caribbean people will be among the first climate refugees. And this is something I'm writing about in my next book of poetry and also in my novel, which is the next book I'm working on. And so I want to think of the future in a hopeful way, but I'm a realist and I think the path we're on now is not a good one, unfortunately, and certainly not for people in the Caribbean. Donc, pour répondre à la première question, pour l'évolution de la société jamaïcaine, si elle est positive ou négative, elle est positive évidemment, toujours. Et voilà, je suis très fière d'être jamaïcaine. Pour parler un petit peu plus de mon père, il a avancé, il n'est plus la même personne qu'il était, il est différent de ce que j'ai écrit dans le livre. Le fait d'avoir trois filles lui a permis de s'instruire, de changer, d'ouvrir un petit peu son horizon et d'accepter plus de choses. Et donc, en ça, je veux mon livre très positif et puis un message d'espoir que j'imagine aussi pour la société jamaïcaine dans les années à venir. Et concernant la deuxième question sur l'année 2074, là, je vais un petit peu changer d'avis, être un petit peu plus défaitiste, puisque je pense qu'on sera tous sous l'eau, ou du moins une grande majorité d'entre nous le seront, à cause évidemment des changements climatiques. Moi, je viens donc des Caraïbes. On est une région, la Jamaïque est un pays avec une empreinte carbone très faible et pourtant, nous serons les premiers affectés par ce changement. Et donc, le terme de réfugié du climat va de plus en plus être connu et les Jamaïcains seront les premiers concernés. Et ce sujet est à la source de poèmes que j'écris actuellement et aussi d'un prochain roman. Donc voilà, j'aimerais être optimiste et pleine d'espoir, mais malheureusement, je pense que le futur ne sera pas un bon futur, du moins pour les personnes qui sont des Caraïbes. Le feu, malheureusement, est à l'honneur. J'ai une dernière question avant que Safiya nous lise un dernier extrait pour terminer cette rencontre. Ma question étant de savoir si des projets cinématographiques, peut-être du théâtre, une série télévisée sont potentiellement en cours. On vous imagine très bien d'ailleurs dans le rôle de Safiya Sinclair, parce que clairement, il n'y a que vous qui puissiez l'incarner, à mon sens. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible matériellement aussi? Je vois pas d'obstacle particulier. On a vu des films avec des choses bien plus compliquées à monter. Est-ce que c'est en projet ou est-ce que vous avez une annonce à faire ce soir? Have you considered adapting your novel for other media like films, theater, television series? Because we can clearly picture you as the main actress. You can perfectly embody Safiya Sinclair, because who else can do it? And is it a project in the making? Do you have an announcement to make? The word is yours. I do not have an announcement to make. I cannot make any announcements. It's something that I have thought about, and others have thought about. It's something that I would be very, very careful about because it's not a fictional novel, right? It's my life, it's my family, and their stories and their depictions. And so, I would want it to be very nuanced and very, very truthful, right? Not stereotypical. And I think a lot of the representations of Jamaica still on film tend toward the sort of flattened or stereotypical. And so it would be my hope that if it were adapted, that we could
we could kind of raise the bar in how we are representing the Caribbean on film. Um, you know, you're not the first person to tell me I should play myself. I don't know what that means. But I will say my auntie from the book has already requested who she wants to play her in the movie. And it's Halle Berry, she says, has to play her in the movie. So do with that what you will. Alors non, je n'ai pas d'annonce à faire. Évidemment, j'ai déjà réfléchi, pensé à des potentielles adaptations autour de ce livre, mais je suis très prudente concernant les adaptations, puisque ce livre n'est pas seulement une fiction, ce n'est même pas une fiction du tout, c'est mon histoire, c'est celle de ma famille. Et si elle doit être adaptée, je veux que ce soit nuancé, que ça raconte la vérité et que ce ne soit pas euh, rempli de stéréotypes. Et malheureusement, encore aujourd'hui, les films ou les séries qui traitent de la Jamaïque sont encore trop stéréotypés à mon goût. Et donc moi, mon envie, c'est qu'on mette la barre un peu plus haute et qu'on représente correctement la Jamaïque et ses habitants. Et vous savez, vous n'êtes pas les premières personnes à dire que je pourrais jouer mon propre rôle. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de ça, mais en revanche, ma tante, ce que vous pouvez lire dans mon roman, a déjà choisi l'actrice qu'elle voulait, enfin, l'actrice qui devait incarner son propre rôle et elle choisit Ali Berry. Donc voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais Ali Berry est, est la prochaine tante de Safiya Sinclair dans peut-être une future adaptation, qui sait. On acquiesce. On acquiesce. D'ailleurs, en parlant de clichés par rapport à ce qu'on représente des Rastas, en France, on a le film Rasta Rocket, qui est peut-être le seul film qui met en avant la société jamaïcaine. Alors, la société, c'est un bien grand mot, mais ça reste du domaine du comique. Ça prouve bien à quel point aussi. Alors, si quelqu'un d'autre connaît un autre média jamaïcain, un autre film jamaïcain, je veux bien, mais il me semble pas. Ça prouve à quel point ce pays est méconnu aussi dans les pays européens notamment, et en France particulièrement. Je sais pas si vous voulez Oui. traduire ça. And speaking of stereotypes, in France, we know this movie Rasta Rocket. It's the only film in France which highlights Jamaican society, but it's very comedic. So it proves that Jamaica is an overlooked country in France. So we also want to be hopeful to have one day a truthful representation of Jamaica history, culture, and people. I hope so too. Elle Et donc, espère. ouais, on va terminer cette rencontre avec donc un deuxième extrait de la lecture de Safiya. So before ending this meeting, we will listen to you reading your second extract from your book. Oh, Please. really? Okay. I didn't know I was reading a second extra. Okay, let me get it real quick. Hold on one second. Elle va rechercher le deuxième extrait qu'elle va vous lire. Okay. Um uh you know, this is I'm going to read one of the sort of defining moments of my life when I decided to cut my dreadlocks, which, you know, a lot of people think is just a hairstyle. But for the Rastafari, it's not just a hairstyle, it is sort of a sacred marker of your devotion to Rastafari, your reverence, your purity. And so for me and my siblings, it was not a choice. It was something that my father really forced on me. And there were different moments in my life where I asked if I could cut my hair, and he said no. And it began to feel like my dreadlocks were no longer belonged to me, they belonged to him. And they were a symbol of his control and my loss of power and autonomy. And so this scene I'm about to read, you know, I said to my mom, I don't feel like myself. I don't think I can go on like this anymore. And she said, okay, tell me what you need to do. Tell me how I can help you.
Là, l'extrait qu'elle va vous lire, ça relate un moment important dans sa vie. C'est le moment où elle a coupé ses dreadlocks. Et il faut savoir que chez les Rastafari, les dreadlocks n'est pas seulement une coiffure, c'est une marque d'appartenance au mouvement Rastafari. C'est une marque de sa pureté et aussi quelque chose qui les éloigne encore une fois de Babylone. Donc, ce n'est pas du tout un choix pour elle et pour sa famille de porter des dreadlocks. C'est une obligation décidée par leur père. Et Safiya avait ce sentiment que ces dreadlocks n'étaient pas ses cheveux, mais que ces dreadlocks appartenaient à son père. Et donc, c'était un symbole de sa soumission à son père. Et donc, elle est allée voir sa mère pour en parler en disant qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Et sa mère lui a dit, comment je peux faire pour t'aider? Donc, elle va vous lire le texte. Mom told me to hold down my head, and I held down my head. She asked me if I was ready, and I said yes. Beside me, the sea breeze made womanly shapes in the lace of my curtain, and no one among us spoke. I don't know who held the scissors or who made the first cut. All I heard were the hinges of the shears locking and unlocking, the blades cutting. And then long black reeds of hair came loose in their quick hands. My dreadlocks fell around me like ruined limbs. I closed my eyes then because I could not look at what I was losing. I had railed for so long and had not expected it to matter when the moment came. But now I found that it mattered a great deal. My throat burned with peculiar remorse as all my dreadlocks fell away. For what was Medusa without her snakes? There was hair, so much hair, dead hair, hair of my gone self, wisps of spiderweb hair, old uniform lint hair, pillow sponge and tangerine strings hair. A whole life pulled itself up by my hair, the hair that locked the year I broke my tooth, hair that locked the day we caught cane ashes in the yard, hair of our lean years, hair of the fat, pollen of marigold's hair, my mother's aloe vera hair, my sister's weaving wild ixoras in my hair, the pull of the tides at our sea village hair, grits of sand hair, hair of salt tears, hair thick with the blood of my own cut wrists, hair of my binding, hair of my own beautiful wanting, hair of his bitter words, hair of the cruel world, hair roping me to my father's belt, hair wrestling the taunts of ball heads in the street, hair of my lone self, hair wrapped atop the ghost woman in white's hair, red thread of hair, centuries of hair, galloping future of incorrigible hair, all cut away from me. When they were finished, my neck and head were so light they swung unsteady. The tethers had been cut from me, and I was new again, unburdened. Someone different, I told myself. A girl who could choose what happened next. Bravo, bravo, merci Safiya. Après la carrière d'actrice, il y a la carrière de liseuse. Euh, Mm. Liseuse, c'est impressionnant à quel point la scansion d'une poète qui vit ses mots. Je regardais d'ailleurs, vous ne lisez quasiment même pas l'écran. On a l'impression que vous connaissez votre texte presque par cœur. Et j'avoue que c'est impressionnant. Merci infiniment pour ces lectures et pour vos réponses ce soir. Je rappelle que c'est Dire Babylone aux éditions Buchet Chastel de Safiya Sinclair. Merci à toutes les deux. Merci Sarah pour cette traduction merveilleuse. Et merci Safiya. On souhaite le plus grand des bonheurs à ce texte-là. Vous serez demain aux correspondances de Manosque. Et je crois lundi, rappelez-moi Sarah, Maison de la poésie. Maison de Après. la Poésie lundi, ce qui peut être aussi un événement magnifique, j'imagine. Merci infiniment à toutes les deux et à très bientôt, peut-être une prochaine fois. Thank you so much, Safiya, for this impressive reading. You can make a career out of reading your books. And you also close your eyes. You're living the words, and it's very impressive and very moving to listen to you.
Thank you for your time, for answering these questions. And everyone hopes you'll have a wonderful time in Manosque this weekend and on Monday at La Maison de la Poésie in Paris. And we hope the best for you and your book. Thank you so much. Oh, merci à tous. Thank you so much, everyone, for joining me and spending the last hour and a half with me. Merci, Anthony. Merci, Sarah. The pleasure was all mine. Thank you. On est Thank aussi très contente et elle vous remercie toutes et tous. thank you. Au revoir tout le monde. Merci infiniment à toutes les deux. Et merci encore, Sarah. Everyone. Avec plaisir. Merci, merci à vous aussi, à vous tous et toutes. Bonne Ah, soirée, tout le monde. Bonne soirée. on adore votre français, Safiya. We love your French. Oh. Merci. Au revoir. À tout le monde.